Bonjour à tous et bienvenue à une autre formation Ligne Québec. Aujourd'hui, il est question de bien vendre, c'est prendre le temps d'effectuer les bonnes actions au bon moment, n'est-ce pas? Notre conférencier expert François Rioux. Bienvenue François. Bonjour Simon, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde et merci d'être présent. Alors, on va passer 1 heure ensemble, on va parler des différentes étapes. J'ai survolé, en fait, tu permets que je te tutoie? J'ai plaisir. J'ai survolé ta présentation, fort intéressante. Merci. Et puis, bien, je te cède la parole sans plus tarder. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler, est-ce que oui, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel? Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses pour les survoler très rapidement, on va parler des situations vécues dans les entreprises et on va pointer la nécessité de s'adapter à chaque circonstance. On va regarder ensemble, finalement, se poser la question, quels sont les clients qu'on souhaite avoir? Et puis, on va survoler les étapes du démarchage commercial. C'est une partie que nous avions regardé ensemble lors d'une présentation que nous avions donnée conjointement il y a 2 semaines. Et on va expliquer et démystifier le fameux nurturing qu'on expliquera à ce moment-là également. On va regarder la nécessité, bien entendu, de s'équiper d'un CRM et de l'opérer, bien entendu. Et on va voir si, et on va vous proposer des solutions qui vont répondre aux besoins que nous aurons pris la peine d'identifier auparavant, et c'est la nature du point 7 qui va traiter de la deuxième vente. Donc, c'est bien ici que je clique. Voilà, alors voilà, et ça fonctionne. Je vais prendre ça ici, mettre ça tout près. Voici donc les situations vécues par les entreprises. Simon, dans notre vie professionnelle, nous entendons très souvent des situations qui sont vécues par les entreprises, et celle que moi j'entends le plus souvent, c'est « je ne consacre pas suffisamment de temps à la vente ». Toi-même, tu l'as entendu souvent, et vous êtes, si je peux m'exprimer, vous n'êtes pas les seuls. Voyez-vous, il y a 59% du temps des représentants. Là, on parle de personnes dont c'est le métier, la tâche essentielle, principale, qui est consacrée à autre chose que la vente. Donc, soit qui font des tâches administratives, ils font des recherches, des réunions, ils assistent à des réunions, ils assistent à des formations, c'est tout du temps qui est passé à autre chose qu'à rencontrer des clients. Qu'à rencontrer des clients, qu'à effectuer leur suivi. C'est impressionnant. C'est la moitié de leur temps. C'est intéressant. Je ne suis pas surpris, par contre. Non. Mais une statistique qui est aussi étonnante, c'est que 68% des hauts dirigeants de PME, on parle de petites et moyennes entreprises, consacrent moins d'1 heure par semaine à la vente. Ça n'a pas levé les ventes, toujours. On parle de l'ensemble des hauts dirigeants d'entreprise, et ce qui fait qu'on entend très souvent « je ne consacre pas suffisamment de temps à la vente ». L'autre point qui est intéressant et dont l'information va sous-tendre la suite de notre analyse lors de notre présentation, c'est que on entend souvent « lorsque mon prospect n'achète pas tout de suite », on parle de la rencontre, là, ben j'entretiens pas le lien. Et pourtant, c'est si important. Regardez. Seulement 2% des ventes sont réalisées à la rencontre initiale. Puis là, lors du deuxième contact, c'est pas tellement plus. Regardez, on parle de 3%. Très explicite, voilà. Très explicite. On remarque l'immense pointe de tarte, c'est plus la pointe de la tarte, c'est l'inverse, qui exprime très clairement que les clients achètent après le 5e, 6e, jusqu'au 12e contact, et c'est 80% d'entre eux. Oui. Cette donnée-là, retenons-la, parce qu'elle va être pertinente dans la suite de notre présentation. Souvent, je ne fais pas mes suivis et des opportunités me filent entre les doigts. Hein? Eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Vous voyez que
44 à 48 des représentants n'effectuent jamais de suivi après la rencontre initiale. Est-ce qu'on se souvient du pourcentage de vente après la rencontre initiale? Il était assez éloquent, c'était 2 25 des représentants seulement effectuent un deuxième contact, puis s'arrêtent. Et il y a seulement 12 des représentants qui effectuent plus de 3 contacts. Quatrième situation. J'arrive plus à joindre les décideurs comme avant. Hein? Eh bien, vous ne rêvez pas, c'est une situation qui est réelle, car en 2007, 3,7 tentatives étaient nécessaires pour joindre un client potentiel. On est rendu à 8 tentatives en 2014, selon les sources récentes là, qui ont été consultées. François, qu'est-ce que c'est joindre un client potentiel? En fait, tu l'as rencontré, lui parler au téléphone, oui, c'est un premier contact. C'est un contact, exactement. Je serais tenté de répondre, il y a une partie de la réponse qui est évidemment des boîtes vocales, oui. Hein, et qui sont, et c'est suffisamment important pour décourager les représentants parce que la plupart abandonnent après avoir effectué 2 tentatives seulement pour rejoindre un client. Je sais pas tout. Alors, mes représentants approchent souvent les mauvais clients. Vous avez raison. Voyez-vous, ce graphique-là a été créé par Celsius Solutions Vente, on l'a vu lors de la présentation du déjà. C'est la règle du 80-20. Hein? Alors, si on regarde 80 du chiffre d'affaires provient de 12 à 18 des clients, tout va bien. On le sent, c'est une statistique qui nous convient. Là, le 20 maintenant, décortiquons-le comme Celsius l'a fait, donc 15 du chiffre d'affaires provient de 22 à 28 des clients. Encore une fois, c'est pas si mal. Mais là où ça devient extrêmement pertinent, c'est lorsque on constate que 5 du chiffre d'affaires provient de 40 à 60 des clients. Imaginez un peu que la moitié, mais plus que la moitié de vos clients, ne génèrent que 5 de votre chiffre d'affaires. Alors, on pourrait être tenté de dire, mais débarrassons-nous de 50 de notre clientèle et notre entreprise risque de devenir instantanément plus rentable. Nous allons approcher les choses sous un autre angle, plus optimiste, et tenter de faire en sorte que les représentants approchent les bons clients. Avant-dernière situation, si mon représentant venait à quitter, je perdrais tout mon carnet d'adresses. Écoutez, déjà qu'un représentant quitte, c'est une situation gravissime, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire qu'il perd tout son carnet d'adresses? Bien, regardez la statistique suivante. La plupart des entreprises de 11 employés et plus possèdent un CRM. Par contre, seulement la moitié des entreprises de 10 employés et moins en possèdent un. Voyons la statistique suivante, la situation suivante, qui est liée avec ce que je viens de dire. Nous avons un bon CRM, mais nous ne l'utilisons presque pas. Regardez. Hein, il faut que je pointe ici. C'est entré. Peux-tu avancer ma diapo? Ah! Merci, Simon. Alors, ça devrait fonctionner pour le prochain. Là, 47 à 63 des projets d'implémentation de solutions CRM se soldent par un échec. C'est très important. Écoutez, on survole les raisons. Peut-être que très souvent, c'est simplement parce que ce n'est pas le bon CRM qui a été choisi. Ça arrive vraiment souvent. François Dominique nous demande qu'est-ce que c'est un CRM. Merci de la question. C'est vrai. Un CRM, je vais l'expliquer en détail, mais tantôt. Il y a une section qui est consacrée à cela, mais pour que vous puissiez vous retrouver, merci d'avoir posé la question, un CRM, c'est un logiciel de suivi de contact. C'est un acronyme anglophone qui dit Client Relation Management. Oui, Contact Relationship Management System. Et c'est vrai que merci d'avoir posé la question. Donc, mauvais choix de CRM, souvent les utilisateurs ne sont pas impliqués lors de l'implantation. Écoutez, c'est important de les impliquer à l'implantation parce qu'après ça, ils vont participer ils vont être plus
intéressé à son déploiement. Et puis, il y a aussi des questions de mauvaise perception. Très souvent, les représentants disent que bon, c'est un petit contrôle de la direction. Puis, en plus, on ne forme pas les gens. Alors, c'est certain que ça rend difficile l'implantation d'un CRM. Avançons maintenant. Je vais essayer avec... Peut-être que tu viens de attraper une job. Je vais te laisser, je peux te le dire à chaque fois. Donc, prochaine étape, s'adapter à chaque circonstance. J'essaie une dernière fois. Ah, ça marche. Bon. Là, on va mettre en perspective la pratique et la théorie et la pratique. Donc, on voit un point A et un point B. Le point A représente notre client potentiel, d'accord? Et le point B, c'est notre offre. Alors, qu'est-ce qu'une organisation tente de faire généralement? C'est qu'elle bâtit une stratégie de vente, une argumentation, et puis une belle présentation de vente qui a pour objectif d'amener le client potentiel du point A au point B. De convaincre le client de demander une offre. Voilà, par exemple. Okay. Maintenant, regardons la pratique. Écoutez, j'apprends rien à personne là. Il n'y a pas un point A. Il y a plusieurs points A. Et, bien entendu, le point A qui avait été identifié est un point qui est finalement théorique et on oublie souvent qu'il y a différentes réalités. Et comme on peut se rendre compte, l'étape suivante, c'est que regardez le point qui est tout près de la cible, bien les circonstances qui sont particulières à cet interlocuteur-là justifient un parcours complètement différent que l'organisation qui se trouve à notre point A théorique du départ et qui est particulièrement loin. Avec lui, on va pouvoir imaginer une séquence stratégique traditionnelle et l'amener graduellement vers le point B, tandis que la personne qui est tout près de l'acte d'achat, on va immédiatement se concentrer sur probablement l'étape finale. Là, d'où le titre d'intersection, s'adapter à chaque circonstance. Exactement. Ou le pas de flexible. Voilà. En fait, il n'y a pas une cible. Hein? Il y a plusieurs cibles. Regardez, il y a souvent des produits et des services qui s'adressent quelquefois au niveau, par exemple, de la direction générale. Et le même produit et service pourrait aussi s'adresser à la fonction financière de l'entreprise. Alors, bien entendu, la cible n'est pas la même, la stratégie de vente n'est pas la même, l'argumentation de vente n'a rien à voir. Si on s'adresse à un responsable des finances et on parle du même produit, imaginez quand vous avez plusieurs produits, plusieurs services, et surtout, il n'y a pas une rencontre type de vente, il y a plusieurs types de présentation de vente qui dépendent, bien entendu, des circonstances particulières à chacun. Et mon message, si tu peux l'avancer, s'il te plaît, Simon. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prévoir et s'adapter. On va revenir sur ces deux termes-là. Je mentionnais, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le domaine de la vente. Et je remarque depuis toujours une grande part d'improvisation dans cette fonction pourtant essentielle de l'entreprise. Peu de rigueur, et c'est dû très souvent au fait que les gens ne prennent pas la peine de prévoir et aussi de s'adapter. On reste très souvent à un niveau théorique et non fonctionnel. Et justement, on en parle dans la prochaine section. On va regarder les clients qu'on souhaite avoir. Voici un deuxième graphique qui provient de Celsius. Merci beaucoup Celsius Solutions Vente, et particulièrement Rodolphe Meunier qui a donné 2 présentations ici. Donc, je dirais, il y a 3 sortes de clients.
il y en a pas 4. Il y a des gros clients, il y a les clients fidèles et réguliers, puis il y a les petits clients. OK? Ça a l'air simple comme ça. Mais on va un peu les regarder ensemble. On aime ça, les choses simples. Ah bon, ben alors, vous allez être servi. C'est quoi les gros clients? Ça, là, on va essayer de se le représenter ensemble. Ça, c'est les clients qu'on rêve d'avoir. Les clients qui sont rentables et payants immédiatement. Hein? On va aller plus loin. C'est pas une grosse entreprise. C'est un gros client, il ne faut pas la différence. Ça peut être la même chose, c'est-à-dire que, bon... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Très juste. Et merci de cette distinction. Ces gros clients-là, on met toutes les énergies qu'on peut pour pouvoir aller les chercher. Et puis, là, on est en mode séduction, là. Si on a un rendez-vous avec un gros client, eh bien, on n'attend pas d'avoir un autre rendez-vous dans la région pour y aller, on y va. Et puis, même s'il veut juste signer un petit contrat, on signe un petit contrat. Et puis, en plus, on a un rendez-vous avec un gros client qui n'a même pas besoin de déclarer immédiatement. On envoie le plus haut dirigeant possible de l'entreprise. C'est un gros client. Pour un gros client, on est même prêt à modifier ou, en fait, ajuster, changer notre organisation, l'adapter à des gros clients, soit pour aller le chercher, ou soit pour le conserver. Alors, mon point là, c'est qu'il ne faut pas oublier de les approcher. Les approcher? Oui. C'est parce que, très souvent, nous, on emmène là, des campagnes de démarchage commercial. Et puis, ces gros clients-là font pas nécessairement partie de la cible, aussi paradoxal que ça puisse paraître. On ne les remporte pas à la loterie, ces clients-là. Il faut les approcher. Ça peut être long, mais il faut se donner la peine d'entrer en contact avec chacune de ces organisations-là, d'y aller étape par étape, et ça nécessite un parcours parfait, mais il ne faut pas omettre d'aller de l'avant et de tenter d'aller les chercher ces gros clients-là. D'accord? Maintenant, parlons des clients fidèles et réguliers. Ça, pour plusieurs, c'est les clients idéaux. Hein? C'est le perfect match, là, comme on dit. C'est notre cœur de cible principal, qui constitue généralement la masse principale de notre clientèle. Souvent, notre entreprise est conçue pour eux, et puis on s'adapte de part et d'autre, et puis ils grandissent avec nous. Hein? Vous voyez pourquoi, dans le graphique, les clients fidèles, il y a d'inscrits croissance organique, c'est-à-dire qu'ils croissent, on croît en même temps, ils restent. Ce sont nos habitués, ils sont rentables à moyen et à long terme. Et, bien entendu, ce sont eux, très souvent, qu'on connaît le mieux. Et là, lors du démarchage commercial, ce sont eux qui doivent faire l'objet d'une bonne qualification. On ne va pas rencontrer nécessairement chacun d'entre eux. Contrairement aux gros clients, on va les rencontrer, là. On se comprend que les gros clients, on ne se demande même pas s'ils ont un besoin. Dans le cas des clients qui sont potentiellement fidèles et réguliers, eh bien, on prend la peine de voir s'ils ont un projet, on prend la peine de voir si effectivement ils correspondent aux critères de qualification qui en feraient des clients fidèles et réguliers, et ou sinon on les suit jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions. D'accord? Maintenant, je vais vous parler des petits clients. François, juste une décision. J'imagine que ta slide pourrait être 3 sortes de prospects également. Tu es en train finalement de ventiler les types de prospects en 3 catégories. Oui, il y a plusieurs façons de ventiler, j'aime ton expression, et j'en propose une qui n'écarte pas les autres façons de voir notre marché cible, mais qui certainement porte un éclairage, oui, et qui est à prendre en considération, je dirais. Bon, qui sont ces petits clients? Là, des petits clients, on n'a pas le choix d'en avoir. Tu en as, nous en avons. Ils en avez, ils en ont. Mais je ne suis pas sûr que, à t'entendre et à voir les slides précédentes, puisque c'est 40 à 60% d'ouvrages pour 5% des clients, est-ce qu'on est, obligé d'en avoir des petits clients? Écoutez, je ne serais pas aussi drastique de dire débarrassez-vous de vos petits clients. Là, hein? Par contre,
on s'entend-tu qu'on n'est pas obligé de courir après eux? Laissez-les nous trouver. Laissez-les... en fait, c'est parce que le problème des petits clients, on veut bien les servir. Mais ils sont rentables dans la mesure où eux s'adaptent entièrement à nous. D'accord? Mais aussitôt qu'ils commencent à avoir, je sais pas, aussitôt qu'ils commencent à être difficiles, ou à être exigeants, ou à nécessiter... Et là, voilà, ils rapportent extrêmement peu, et en plus, ils agissent sur l'entreprise comme une pression, et c'est à eux à s'adapter à nous, et non à nous à s'adapter à eux. Et gentiment, il faut quand même apprendre à laisser tomber ceux qui ne sont pas rentables. Je dis gentiment, par exemple, en augmentant les tarifs. Et là, bon. Mais une chose est certaine, hein, on ne les cible pas. Lorsqu'on identifie un petit client, poliment, on le met sur une voie d'évitement sur laquelle on va les nourrir, mais qui vont faire en sorte qu'ils vont nous rappeler lorsqu'ils vont être prêts et lorsqu'ils vont correspondre à nos critères. Mais ce n'est pas une action proactive qui est nécessitée dans le cas des petits clients. Voilà, c'est ce que je voulais vous mentionner. Tout ça, merci. Qui implique finalement, juste pour résumer, là, les petits clients, quand ça implique du temps et des sous de démarchage, on l'espère, on attend plutôt le inbound des appels. Ouais. Pour se concentrer davantage vers les gros clients et ceux qui sont fidèles. Oui, exactement. Parfait. Alors, parce que là, voyez-vous, c'est le Key Account Management, ce dont j'ai... c'est le principe du Key Account Management. Et quelqu'un va me demander quelle est la traduction du Key Account Management. Écoutez, encore une fois, en préparation de cette rencontre, j'ai cherché sur Internet partout. C'est un terme qui n'a pas de traduction littérale, qui en aura peut-être un jour, mais parce que toute traduction est on comprend bien. Voilà. Alors, ce que je veux dire là, c'est que la fonction vente, ce n'est pas une fonction qui s'improvise. Il faut bien prévoir, il faut le prendre le temps là. Il faut classifier ses prospects objectivement, évaluer le potentiel des différentes catégories, les possibilités de fidélisation, de faire un travail adéquat et en profondeur pour voir si on approche tel type de clientèle, quel va être l'impact sur la rentabilité de l'organisation. Et pas seulement ça, mais en fonction des différentes catégories de clients potentiels, bien là, on prévoit des actions de vente qui dépendent de chacune des circonstances particulières. Il faut le prévoir, ça, et non s'en aller fleur au fusil en se disant, ben, on va faire notre chemin en cours de route. Alors non, ça prend un bon plan, et c'est pas... c'est nécessaire, c'est pas la fin du monde, ça prend du temps, des ressources, etc. Et là, au moins, on s'en va. On va avancer, tu vois, j'ai dit. Et ensuite, l'autre terme, c'est s'adapter. Bien, vous l'avez compris, on ajuste nos actions de vente en fonction des circonstances particulières à chaque situation, ces circonstances-là, nous sont connues au fur et à mesure qu'on avance dans le processus de qualification. On voit de mieux en mieux dans quelle catégorie chacun des clients tombe et on peut fonctionner en fonction de... on peut fonctionner selon les critères de cette organisation-là en suivant le plan. Et donc, ce que vous dites, François, ce que tu dis, c'est que la première étape, c'est de ventiler nos clients en, par exemple, des 3 sections et d'avoir des plans précis pour chacune des sections? Voilà. Okay. Exactement. Moi, là, j'aime beaucoup cette phrase-là de Celsius, solution vente. En fait, faire les bonnes choses au bon moment auprès des bonnes personnes. Bien sûr. J'ajouterais et posséder les bons outils pour y arriver. D'accord. Maintenant, on va aborder les étapes du démarchage commercial. Je vais aller un petit peu plus vite sur cette section-là parce qu'on l'a déjà un peu abordé la dernière fois.
Mais on ne perdra rien, je vous le promets, c'est juste que ça va aller un petit peu plus vite. Point de vue temps, tout est beau, là. Point de vue temps, tout est beau. Il est mis, là, déjà? Oui, Parfait. voilà. Alors, on est même exactement dans Excellent. Ça te convient? Oui, ça me convient, ça me rassure. Voilà. Alors, vous avez dans toute sa splendeur toute la séquence stratégique du démarchage commercial, en fait. Et vous voyez que, bon, on va passer ces étapes-là une à une, bon, de la prise de contact à la rencontre initiale, à la rencontre de vente. Bien entendu, il y a des 6 étapes, on va les prendre une par une. La prise de contact, en réalité, c'est, comme vous l'avez compris, la première fois que quelqu'un de votre organisation, merci, entre en contact avec un client potentiel. Est-il vraiment un client potentiel? On ne sait pas. Là, je vais vous exprimer le fait que jamais, au grand jamais, on essaie de prendre rendez-vous avec tout le monde. C'est simple. Oui. Tout le monde ne qualifie pas. Oui. Commencer... une perte de temps folle. Et puis on parle de 2 agendas, là, hein? Celui de la personne que vous rencontrez, qui sera probablement pas plus heureuse que vous de vous être déplacé, parce que dans les villes maintenant, un déplacement, c'est assez fréquemment une demi-journée. Oui. Donc, et aussi, en fait, la prise de contact, là, contentons-nous d'un appel de courtoisie, sans pression, et d'une qualification sommaire qui passe simplement par la présentation de votre organisation, et aussi, on essaie de connaître son interlocuteur. Et, non, il faut avoir des questions précises. Oui. Poser des questions pour se dire, est-ce qu'il y a dans la première, deuxième ou troisième catégorie? Déjà, ça dépend du type de réaction et du type de contact que vous allez avoir, parce que c'est quoi l'étape subséquente? Ici, au Québec, l'étape subséquente est très souvent d'envoyer de l'information, de la documentation, et j'enchaîne immédiatement que c'est une objection presque systématique. Tout le monde, ou presque, nous dit « envoyez-moi de l'information » et je vous l'assure, ça ne donne rien de s'y opposer. Oui. Même qu'on la demande. Hein, moi, je dis bonjour, vous faites une prise de contact, etc. Vous savez, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est que j'aimerais bien que vous consultiez, que vous veniez visiter notre site web, que vous consultiez l'information que je m'apprête à vous envoyer. Et bon, et puis on construit la relation de cette façon-là, et surtout, on engrange certaines informations un petit peu par la bande en disant, bon, vous-même, votre titre, c'est bien, je dis au hasard, directeur des technologies de l'information, oui, très bien. Et là, on peut, dépendamment de ce qu'on a comme relation avec la personne avec laquelle on est en contact, on va plus loin ou moins loin. On est d'accord? Bon, dépendamment du ton, il faut s'ajuster. C'est ça. Donc, la transmission, non, c'est ça, on bouscule personne. La transmission d'informations, c'est pas une façon pour le client potentiel de dire « Ah, je suis pas intéressé, j'ai pas le temps, envoie-moi l'information, je veux peut-être la regarder ». Ça fonctionne vraiment, ça, l'envoi d'informations comme ça? Bon, je dirais que ça ne peut pas nuire, mais l'idée, c'est que c'est plutôt quelqu'un qui demande de recevoir de l'information à qui vous servez des espèces de techniques pour contourner cette objection-là puis obtenir un rendez-vous immédiatement. Bien, là, ça fonctionne tout simplement pas, dans le fond. Une personne qui veut de l'information, on lui envoie de l'information. Parce qu'elle n'est pas prête à vous rencontrer. Ça aussi. On ne le sait pas encore. Oui. Mon point, là, c'est un peu ce qu'on a exprimé dès le départ, c'est que ça prend plusieurs étapes avant d'arriver à la vente et suivons-les tranquillement. On n'est pas pressé. Inutile de brûler. Inutile de brûler. Mais quel type d'information on envoie? Parce que c'est une information tellement complète. On va en parler. On va en parler. Voilà. Donc, maintenant, suite à cet envoi d'informations-là, on va être rendu, bien entendu, à prendre le rendez-vous initial. Hein? On se porte dans un contexte où on est en B2B et que vous avez besoin d'échanger avec votre interlocuteur pour pouvoir faire la vente. Donc, on rappelle la personne après? Oui.
Ah oui, c'est intéressant que tu mentionnes ça, justement. Okay. Exactement ce point-là que j'ai failli oublier, c'est que lorsque vous envoyez de l'information, vous faites une espèce d'échange tacite, gentil, et vous ne dites surtout pas la phrase suivante, mais tout le monde a bien compris que vous dites, bon, moi je veux bien vous envoyer de l'information, mais à quel moment est-ce que je peux vous rappeler? Ah oui, c'est pas bon ça. Ben, c'est-à-dire, je vais vous envoyer de l'information, quand est-ce que vous pensez que je peux vous rappeler? Dans le fond, c'est un bon moment d'obtenir justement une date de relance. Donc c'est bon? Oui, bien sûr. OK, d'accord. Voilà. Donc, admettons que cette information-là a été envoyée et la date de relance est arrivée et qu'on est dans une situation, on va voir deux situations. La première, c'est vous qui prenez vos rendez-vous et la deuxième, c'est quelqu'un d'autre qui prend les rendez-vous pour vous. Dans le cas où c'est vous qui prenez les rendez-vous, vous êtes au téléphone avec votre décideur et vous avez l'intention de prendre un rendez-vous. Là, on est rendu là. On est d'accord? Alors, l'objectif, la meilleure façon de prendre un rendez-vous, enfin, probablement la seule véritable façon de prendre un rendez-vous, c'est de faire en sorte qu'il vous pose une question. Tant et aussi longtemps que vous êtes devant un décideur qui demeure fermé, vous lui parlez, et si vous n'avez pas de réaction, les chances sont faibles que vous réussissiez à l'ouvrir au point qui vous accueille. Donc, comment est-ce qu'on fait? On fait parler le décideur. On lui pose des questions nous-mêmes et on s'attend à ce qu'il nous pose une question. Là, il y a deux avenues, encore une fois. Là, une personne vous pose une question. Normalement, vous devriez sourire et vous porter vers l'arrière dans votre fauteuil en disant « La personne me pose une question, ça y est. On enclenche le processus. » Deux façons de fonctionner. Alors, des gens, comme des gens avec qui je parle, et que je dois vous dire que c'est une technique que j'admire beaucoup, qui ont la solidité ou la confiance ou la technique de dire « Ah, quelle excellente question, j'aborde justement ce point-là lors de ma présentation. En plus, comme Annick a dit, j'ai du visuel à vous proposer, je pourrais effectivement venir vous voir et je vais répondre à la question à ce moment-là. » C'est une technique qui fonctionne très bien. Donc, quand le conseiller est en mesure de répondre au téléphone, aussi bien ne pas le faire et dire, provoquer finalement la rencontre pour offrir les réponses aux décideurs. C'est ce que vous mentionnez. Donc, dans ces cas comme ça, on a davantage de rendez-vous, bien entendu. D'accord. L'autre possibilité, c'est de répondre à toutes ces questions. On répond à toutes ces questions. Bien entendu, on obtient beaucoup moins de rendez-vous. Mais par contre, on se comprend que lorsque vous allez avoir la permission du décideur d'aller le rencontrer, eh bien, les chances de fermer la vente sont importantes. D'accord? Donc, ce sont les deux possibilités. L'autre, c'est si quelqu'un prend des rendez-vous pour vous, alors l'objectif, c'est les mêmes. Cette personne-là doit faire parler le décideur, obtenir qu'il lui pose une question, et là, c'est beaucoup plus facile de prendre un rendez-vous pour quelqu'un d'autre qui dit « Ah, quelle excellente question, je pense que vous êtes rendu à rencontrer M. Hénault. D'ailleurs, il se propose de vous rencontrer, vous proposez des dates. » Donc, voilà la prise de rendez-vous initiale. Et j'imagine le fait de poser une question pour un décideur est bien supérieur si justement on lui a transmis des informations préalables. Il a pris connaissance, puis il peut voilà, dès lors réécrire les questions, puis quand on le relance, ben voici. Très juste, très très juste. Maintenant, on est rendu à la rencontre de vente initiale et je vais aller un petit peu plus vite. Oui, des questions, je suis correct dans le temps. Bon, alors, dites-vous bien, lorsque vous allez être devant votre client potentiel, prospect étant accepté maintenant en français, même si c'est un anglicisme, dites-vous bien, comme on l'a mentionné en tout début de présentation, que les chances que vous fermiez une vente lors de la rencontre initiale sont quand même assez faibles. Oui, il y a des exceptions, entre autres si vous avez un client potentiel qui est vraiment rendu là, et ça arrive, ou si vous avez, par exemple, déjà à l'avance répondu à toutes les objections et que vous avez vous êtes déjà devant, vous êtes en situation vraiment de closing, alors vous pourriez faire mentir ces statistiques-là. Tout le monde connaît d'excellents
d'excellents, je vais utiliser le terme closer. Ouais, mais voilà. Je pense que c'est une combinaison de vendeurs, mais d'un acheteur qui est prêt. Alors, les 2% qui sont prêts à acheter, c'est parce que le besoin est imminent. Voilà, exactement. Tout va bien. Maintenant, c'est quoi les objectifs de la rencontre initiale de vente? Bien, on fait une courte présentation. Là, comme vous n'arrivez pas avec un PowerPoint d'une heure, là, vous faites vraiment, là, vous vous présentez et vous considérez votre interlocuteur comme déjà votre client. Et puisque c'est le cas lorsque vous commencez une relation d'affaires avec quelqu'un, vous lui posez des questions, vous lui faites parler de ses besoins, vous commencez à travailler. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette rencontre initiale-là, eh bien, que l'étape subséquente aille de soi, qui consiste finalement, normalement, à une deuxième rencontre. Et c'est comme ça que vous allez obtenir votre vente. Voilà. Avançons effectivement de... Cette première rencontre, Anne-Marie nous demande, peut-elle se faire à distance, par exemple? Certainement. Oui, de plus en plus. Hein? Ah, mon Dieu, certainement. D'accord. Ah oui. Donc, on est à l'étape maintenant, après la rencontre. Admettons qu'on n'a pas vendu à cette première rencontre-là. Et comme c'est normal, hein, je vous rassure, vous avez idéalement convenu d'une étape subséquente. Alors, c'est ça que le suivi et les relances vont permettre d'accomplir. Et bien entendu, vous allez, et on va parler de cette situation-là dans l'étape suivante. Et entre cette rencontre initiale et la rencontre de vente, c'est ici que ça se passe. D'accord? Retenez que c'est la période la plus importante. C'est le temps d'être organisé, c'est le temps d'être rigoureux. C'est pas trop compliqué. Il faut juste effectuer des suivis rigoureux par courriel. On approche principalement par écrit. On n'est pas obligé de le déranger par téléphone tout le temps. On y va étape par étape. Là, c'est le temps d'être créatif, d'être varié. Je connais des gens qui s'occupent de cette partie-là comme des maîtres. C'est parce que donc, souvent par écrit, mais lorsque, par exemple, on n'a pas de réponse ou lorsque ça vient un besoin, là, on fait une relance téléphonique, mais là, on garde le contact et chaque fois, on tente d'engendrer une argumentation en profondeur jusqu'à ce qu'on obtienne la fermeture de la vente. On peut encore avancer. Est-ce que le vendeur, le représentant, a déjà remis une soumission au moment où on se parle? La soumission, c'est normalement au moment de la fermeture de la vente. Quelle excellente question. En fait, c'est très rare, à moins d'avoir des produits très bien définis, qu'on a une soumission au moment de la rencontre initiale, parce que la rencontre initiale a pour objectif d'effectuer une qualification en profondeur. Mais suite à la rencontre initiale, on envoie une proposition, c'est une bonne façon de faire? Et, je vais vous dire, moi je propose, à moins d'exception, vous connaissez vos marchés, mais moi je propose qu'on obtienne une rencontre pour la signature du contrat. Tout simplement, à moins qu'il y ait déjà eu, même s'il y a eu entente de principe. Et là, la fermeture de la vente, qui consiste à obtenir un consentement formel de la part de notre interlocuteur, je vais vous dire pourquoi pas une bonne formation en vente. Écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines M. Régent Dancause qui disait, regardez, la fonction vente dans l'organisation, pourquoi est-ce que ces gens-là ne sont pas davantage formés? Les gens qui travaillent à la comptabilité ont une formation en profondeur. Les gens qui s'occupent de la fonction ressources humaines, ce ne serait pas envisageable d'engager quelqu'un qui n'a pas la formation adéquate pour effectuer son travail. Moi, je pense, comme M. Dancause l'expliquait, que malheureusement, au niveau de la vente, il y a une lacune importante qui se trouve à être les gens qui sont souvent les moins formés au sein de l'entreprise. C'est une lacune à corriger. Avançons, Simon. Bon, le nurturing. Vous n'en faites pas, on est toujours correct. On va parler on va vous expliquer c'est quoi le nurturing. Avançons. Ça fonctionne, non? Ah, ça fonctionne. Bon, prochaine, je le fais. Bon, c'est quoi le nurturing? Quand je vous disais que c'est la partie importante, c'est le fait de maintenir ou renforcer votre relation avec des clients potentiels qui ne sont pas encore mûrs pour acheter. Vous les avez rencontrés,
et ils n'ont pas acheté. Et on comme 98% des gens, c'est ce qu'on a vu. Oui, effectivement. Alors, il faut s'en occuper, vous êtes d'accord? Sinon, les situations sont présentes dans la setup qui est là. Sinon, ils vont continuer à magasiner, ils vont se faire intercepter par un compétiteur, ils vont s'organiser à l'interne, ils vont perdre l'intérêt, vont changer d'idée et autres situations du même genre. Il y a 3 ingrédients au nurturing et on va y revenir justement lorsque je vais vous l'expliquer. Donc, retenez qu'on veut communiquer du contenu intelligent, ça prend des outils de mesure, et des outils de pointage, on y revient, ainsi qu'un bon CRM. D'accord? Maintenant, c'est quoi le nurturing? Passons à travers ce petit graphique en 2 minutes. Vous allez voir. Maintenant, là, lorsqu'on envoie un courriel à un client potentiel qui est dans notre base de données, d'accord? On peut vérifier qu'une personne qui a cliqué sur un lien qu'on lui a envoyé se rend sur notre site Web. On retrace un lien cliquable aujourd'hui avec les techniques. Là, ce n'est pas le futur, c'est maintenant ce dont je vous parle. Et ce qui fait qu'une personne qui vient sur votre site, suite à un courriel que vous lui avez envoyé, va se promener, il va aller voir votre page d'accueil. Ah, on voit un petit plus 1 ici. Ah, il va aller voir une page secondaire plus 2. Oh, il commence à ramasser des points. Il télécharge un document. Ah là, il en ramasse des points. Car on essaie d'identifier soit un parcours ou des actions qui font en sorte qu'il gagne de l'intérêt pour vous à titre de client potentiel. Alors, quelqu'un qui est allé, qui est revenu, ne nécessite aucune action subséquente, mais s'il a visité plusieurs pages, s'il a passé du temps sur plusieurs pages, s'il y a des documents qu'il a téléchargés, il gagne des points. Et maintenant, la beauté de l'affaire, c'est que tout l'historique de ce parcours-là se retrouve directement inscrit dans votre CRM. Autrement dit, quand vous allez dans la page contact de cette personne-là, vous savez s'il a été ou non sur votre site Web. Admettons que vous envoyez de l'information à quelqu'un, c'est pas pareil s'il a suivi le lien ou s'il n'a pas suivi le lien. Et encore une fois, le nurturing permet au CRM de générer par lui-même des tâches automatiquement qui dépendent du pointage. Dans un cas comme par exemple un client qui aurait 6 points ou plus, eh bien, ça nécessite un rappel immédiat et vous l'avez dans vos tâches de rappel. Sinon, on lui envoie un courriel de courtoisie, puis dépendamment du parcours qu'il aura accompli, il a un type de courriel ou l'autre. Voilà tout simplement le nurturing. Le nurturing, c'est une approche, comme vous voyez, d'auto-qualification, d'accord? C'est à moindre coût qu'un suivi classique, parce que le suivi classique, c'est une qualification effectuée par une ressource humaine, et c'est correct de le faire, mais c'est simplement de le faire avec les bonnes personnes. Le nurturing, les conditions qui font en sorte que le nurturing est davantage utile, c'est par exemple, si on a une masse importante de clients potentiels, qu'est-ce qu'on fait devant une base de données de 2000 clients qui sont relativement indifférenciés? Admettons que vous avez des bureaux de comptables, difficile d'appeler le premier ceux qui correspondent davantage à votre client potentiel. C'est le cas aussi, ça peut être utilisé, j'ai inversé 2 points, mais si votre produit, vous savez, c'est relativement indifférencié également, alors si vous avez énormément de compétiteurs, c'est là où c'est utile de faire intervenir le nurturing, et surtout si on est lié avec un très long cycle d'achat. Parce que, bien entendu, on va tenter de mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que ceux dont le cycle d'achat est rendu près de l'acte d'achat vont pouvoir vous le signifier en allant visiter votre site Web, en répondant favorablement à un courriel que vous lui avez envoyé, un document que vous lui avez demandé de télécharger. Voyez-vous? Alors, le nurturing, pourquoi s'en passer? Comme je viens de le dire, c'est pour le futur. C'est possible, c'est là, c'est possible dans la plupart des CRM, et ça fait en sorte, et ça vient en étroite synergie avec le travail de qualification conventionnelle, ça permet justement d'orienter le suivi classique auprès des bonnes personnes au bon moment. Mais ça implique d'avoir du bon contenu sur le site. Ça implique de transmettre des liens, puis là, le fait que les liens soient cliqués ou pas, ça vient s'enregistrer dans le CRM. Oui. Fait que finalement, tout ça repose sur toute la possibilité
qu'a le client potentiel de naviguer, de cliquer, de s'intéresser au site, puis de cliquer sur des PDF qu'on lui transmet, etc. Voilà, sans tel contenu, on n'est pas en mesure de scorer, d'identifier un score au client potentiel. Donc, finalement, on tire au 12 quand même. Là. Oui, ce contenu-là est essentiel pour viser juste. Oui, je ne saurais mieux dire. Et on tire au 12 plein de petits plombs, mais par contre, il y a des petits plombs qui nous reviennent, puis on peut lire le nom de la personne dessus. Alors, l'idée, c'est de pouvoir dire à lui, il a besoin que je l'appelle. Il est dans une situation qui correspond à celle d'un client potentiel. Voilà, c'est ça l'esprit du nurturing. C'est compliqué d'installer ça? Ah ben, je pense que tu vas en parler là. Hein? C'est pas compliqué d'installer ça. Bien entendu, ça fait partie maintenant de la plupart des CRM, puis parlons-en des CRM. Alors, je poursuis la réponse que j'ai donnée un petit peu plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'un CRM? C'est un Contact Relationship Management System. Donc, je vais survoler très rapidement. C'est une appellation informatique qui peut être installée sur votre ordinateur maintenant, qui peut être cloud, qui contient toutes les informations à propos de vos clients, vos prospects, vos fournisseurs. Ces données-là appartiennent à l'entreprise. Hein? Quel avantage d'avoir, quand on disait tantôt, mes clients, non, le pire qui peut m'arriver, c'est qu'un représentant quitte avec toutes les données. Alors, bien entendu, l'entreprise conserve l'historique de tout ce qui a été accompli. Ça permet de programmer des activités qui pourront être accomplies au bon moment. Ça permet d'analyser les retombées des activités de vente et de prendre des décisions. C'est ça qui est important ici. Maintenant, les nouveautés, j'ai survolé aussi. Maintenant, hein, c'est disponible sur toutes les plateformes, PC, tablette, téléphone, comme Facebook qui est disponible partout, ben, votre CRM est disponible partout, hein, de la même manière. Tous les courriels envoyés reçus par n'importe qui au sein de l'organisation auprès d'un client potentiel que vous connaissez, eh bien, se retrouvent dans le CRM. Et puis, ça permet de faire en sorte que les visites de vos clients potentiels sont documentées dans le nurturing, vous savez c'est qui vient, et aussi d'organiser mieux vos déplacements. D'accord? Maintenant, là, on disait tantôt, 50% des entreprises de 10 employés et moins utilisent un CRM. Mettons ça avec une autre donnée importante qui dit que selon des sources, 47 à 63% des projets d'implantation de solutions CRM se soldent par un échec. Additionnez ces deux tartes-là rouges et on arrive à une situation où potentiellement 81,5% des organisations n'ont pas de CRM. Voilà. Qui fonctionne bien. Oui, qui fonctionne. Exactement. J'ai une question à vous poser, même si on a le temps. Oui. Alors, voilà. J'aimerais connaître la situation qui vous décrit le mieux. Qui d'entre vous, soit ne possède pas de CRM, soit que vous possédez un CRM, mais il n'est pas plus ou moins ou pas utilisé, ou vous possédez un CRM, mais vous considérez que vous ne l'utilisez pas à son plein potentiel, ou bien vous dites que vous possédez un CRM et vous l'utilisez pleinement. Donc déjà, on va fermer le sondage dans quelques secondes, mais déjà on voit que les gens sont répartis à peu près équitablement entre nous ne possédons pas un CRM ou nous avons un CRM et il n'est pas utilisé à son plein potentiel. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu et puis cette situation-là, finalement, que vous vivez, ne vous morfondez pas, elle correspond à celle que la plupart des organisations vivent. D'accord? Les PME québécoises. Voilà. À ce moment-ci, on fait si vous voulez nous revoir, ce n'est pas une nécessité, mais vous pourriez cliquer sur Participants et vous allez revoir la vidéo. Parfait. Alors, on avance? Oui, parce qu'il reste 8 minutes. 8 minutes. On est correct? Parfait. On est correct. Alors, le problème numéro 1 à propos des CRM, c'est Sébastien Forget qui est venu le mentionner ici le 21 mai dernier. Il dit 50% des CRM ne sont pas utilisés à l'interne. Voilà une situation qui est confirmée. Et moi, je dirais, le problème à propos des CRM, c'est le temps qu'on n'a pas. D'accord? Parce que
regardez là, après chaque activité, normalement, il faudrait résumer l'activité qu'on vient d'accomplir, une rencontre, un téléphone, etc. Mettre à jour l'opportunité d'affaires dans le CRM. S'il y a des documents envoyés, l'envoyer les documents. Programmer un suivi dans le CRM, puis effectuer ce suivi-là au bon moment. Comprenez-vous que très peu de gens effectuent l'ensemble de ces actions-là et se disent, d'accord, je manque de temps, mais quoi faire? Avançons. Ah, merci Simon. Nous allons parler, revenons, avançons encore. Voilà. Bon. Là, on va prendre les dernières minutes qui nous restent, et puis je vous dis, on est correct, à mettre en perspective le titre du séminaire qui était bien vendre, c'est avoir le temps d'effectuer les bonnes actions au bon moment, et la solution qui est de disposer d'un adjoint aux ventes. Pourquoi avoir un adjoint aux ventes? Ben, en fait, la question, c'est dans la réponse et vice-versa, c'est parce que vous n'avez pas le temps de tout faire. Et c'est normal. Voyez-vous, très peu d'organisations, très peu de personnes possèdent un adjoint aux ventes, et c'est pourtant une portion de la vente qui peut être déléguée, même que c'est démontrable que c'est moins dispendieux d'engager quelqu'un pour effectuer ce travail-là que de le faire vous-même ou que vos représentants prennent de leur précieux temps pour effectuer le travail qui pourrait être effectué par un adjoint aux ventes. Ensuite de ça, je reviens sur un point, c'est qu'il est beaucoup plus facile de prendre un rendez-vous pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Donc, vous pourriez, à la limite, avoir davantage de rendez-vous. Et les représentants n'approchent pas aussi naturellement les clients potentiels qu'ils ne connaissent pas. C'est une réalité qu'on rencontre souvent. Sauf si c'est son métier, et c'est le métier d'adjoint aux ventes. En plus, et ça, j'avais hâte de te montrer cette diapositive-là, Simon, parce que l'adjoint aux ventes, il va pouvoir intégrer la vente sociale. Lui, il va entrer dans votre CRM les personnes que vous avez rencontrées. Vous avez été dans une foire commerciale, vous avez ramassé des cartes d'affaires, vous avez été dans un événement d'affaires, vous avez des rencontres informelles. Vous avez été à un 5 à 7, vous avez ramassé 10 cartes d'affaires. Toutes des gens à qui vous allez dorénavant pouvoir dire, regardez, mon adjoint va vous appeler la semaine prochaine, on va se rencontrer, on va prendre rendez-vous, vous écrivez sa carte d'affaires. Très bien, mon adjoint va vous envoyer de l'information justement à propos de marquer 2, et vous remettez ça à votre adjoint aux ventes, et ça se fait. Votre adjoint aux ventes va pouvoir inviter ces personnes-là à faire partie de votre réseau LinkedIn, va garder le contact via LinkedIn, va prendre des rendez-vous au moment opportun via LinkedIn, va publier des nouvelles dans LinkedIn. Vous avez, avec l'adjoint aux ventes, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir intégrer la vente sociale à votre stratégie. Surtout, c'est que tout va être fait, bien fait, c'est son métier, n'oubliez pas. Tout va être documenté dans le CRM et c'est vous qui allez décider quel client approcher. Hein? Voilà. Donc, juste pour mettre les choses en perspective, là, un adjoint aux ventes dans une équipe de vente, par exemple, d'une dizaine de personnes, ils ont quelqu'un à l'interne. Oui, exactement. Et cette personne-là, est-ce qu'elle gère le CRM des 10 représentants? Ah, voilà. C'est justement cette tâche-là que je vous recommande d'ajouter ou d'intégrer aux tâches d'adjoint aux ventes. Et ton point introduit très bien ce qui s'en vient, c'est que l'adjoint aux ventes compile dans le CRM toutes les opportunités. C'est lui qui suit. C'est lui qui vous tient informé de l'étape à laquelle chacune d'elles est rendue, s'assure qu'aucune tombe entre deux chaises, il effectue les suivis adéquats, c'est lui qui prend les rendez-vous, premier, deuxième, troisième, quatrième, peu importe. Il programme les actions de nurturing, puis il opère votre LinkedIn. C'est bel et bien l'adjoint aux ventes qui fait ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de le faire et il faut que ce soit fait. On est d'accord? Alors, quand on dit que très peu des CRM sont réellement utilisés à l'interne, c'est souvent parce que ce poste-là n'est pas comblé. Exact. Oui, c'est exactement ça. Puis on se base sur le bien vouloir puis le temps libre du représentant pour rentrer tous ces trucs. Et il ne le fait pas. Et en réalité, ça ne se fait pas. Donc les gens peuvent engager quelqu'un à l'interne pour supporter l'équipe de 10, 15 personnes s'ils le désirent. Exactement. C'est ce que je vous recommande. Et je vais vous faire écouter un audio de quelqu'un qui pourrait être vous-même et qui s'adresse à son adjoint aux ventes, et vous allez comprendre
qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur ajoutée d'avoir quelqu'un qui écoute ces instructions-là et qui les transpose dans le CRM? Écoutons ça ensemble. Je l'ai écouté, François, juste pour introduire, là, puis ça libère justement le représentant de cette tâche d'aller dans le CRM et de le faire. Alors, en revenant dans la voiture, en revenant d'une rencontre de client, pouf, les instructions sont transmises. Salut Sylvie, Bernard. Écoute, je sors de chez ça s'est bien passé. Le président était là, contrairement à ma crainte, c'est grâce à toi. C'est sûr, bravo. Alors, c'est un client très qualifié. Pour l'instant, c'est la solution de base qui l'intéresse. J'ai ainsi l'opportunité à 10 000 avec un 60% de chance. Puis son argument principal de l'important pour lui, c'est que c'est fabriqué au Québec. Ainsi, dans mes temps, de lui sortir une proposition pour mercredi la semaine prochaine. Puis, inscris-moi aussi une deuxième opportunité pour un mandat, une fois que le premier mandat sera terminé, donc pour décembre. Alors, évidemment, je lui envoie un courriel courtoisie pour la remercier de m'avoir reçu. Mettons le président en CC, il est faire son tour, puis j'ai beaucoup apprécié. Puis, mets les deux dans ma liste pour le cadeau de l'an prochain de Félix qui m'invite. Alors, bravo, je suis très qualifié. Merci. À bientôt. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. C'était assez intéressant comme instruction. Est-ce que c'est vous qui avez ajouté les billes? Oui, oui, on a gardé l'anonymat, voilà. Et puis, il me reste une acétate, Simon, si tu permets. Voyez, la dernière chose que je souhaite vous dire, c'est qu'un adjoint aux ventes, vous n'en avez pas besoin plus d'une dizaine d'heures par semaine, d'accord? C'est vraiment un emploi qui nécessite, sur le plan financier, relativement peu de ressources. Et je vous laisse imaginer, par contre, ce travail-là, qu'est-ce qu'il peut occasionner comme retombée au niveau des ventes si tout ce qui doit être fait est bien fait, et si toutes les actions qui doivent être accomplies auprès des bonnes personnes le sont effectivement. Alors, voilà ce que je vous propose, c'est de vous doter d'un adjoint ou d'une adjointe aux ventes. J'ai utilisé le masculin pendant toute la présentation, bien entendu, ça inclut le féminin dans tout ce que j'ai mentionné. Alors que cet adjoint-là soit à l'interne ou à l'externe, finalement, c'est un complément qui, aujourd'hui, avec, comme tu as si bien dit, François, les cycles de vente qui s'allongent, avec les outils qui sont maintenant disponibles, ce support-là est plus essentiel qu'il ne l'était il y a 5, 6, 7 ans. Voilà. Il y a, en plus, les outils le permettent. Ces tâches-là qui sont, effectivement, qui peuvent paraître complexes lorsque ça ne constitue pas notre activité principale, ça fait bien des choses à apprendre. Alors qu'une personne dont c'est le métier possède naturellement ou est formée en fonction d'accomplir ces tâches qui sont essentielles. Voilà. De le faire. Oui. Alors, on peut avancer d'une dernière diapositive parce que c'est la plus importante, c'est celle où nous vous remercions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on approche de la fin de la formation. Je vais regarder si avez-vous un bon CRM à conseiller? Il y a deux types de CRM déjà. Il y a des CRM installés qu'on peut installer sur nos ordinateurs. Il y a des CRM cloud. Ce serait difficile de vous conseiller l'un d'entre eux. Il y a beaucoup de logiciels cloud et je pense qu'il y a d'excellents spécialistes qui pourraient être en mesure de vous conseiller là-dessus. Mais voyez-vous, là, ça commence à 15 $ par mois par utilisateur là, si vous faites une recherche. On parle de Sugar, on parle de Salesforce, il y en a plus. Ah oui, il y en a mais, plein. Mais si je comprends ce que tu dis, François, c'est d'avoir un CRM, c'est une chose, mais de bien l'utiliser, c'est beaucoup plus important. C'est ça. Ayez-en un CRM, là, celui qui vous conviendra. Commencez. C'est le premier conseil que je donne à quelqu'un qui souhaite se perfectionner sa fonction vente. C'est de commencer par s'équiper d'un bon CRM. Bonjour Grégory, merci.
Oui, merci pour votre commentaire, Grégory, parfait. Bon, alors à peu près, beaucoup de gens avec nous. Si vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, on est là pour vous répondre. Autrement, je vous invite à rejoindre François pour quelque raison que ce soit. Oui, plusieurs personnes prennent la peine d'entrer en contact avec moi. Ça me fait plaisir de passer du temps. Vous êtes le bienvenu. Vous avez simplement qu'à vous allez me retrouver facilement via LinkedIn. Anne-Marie nous demande 10 heures pour un adjoint. Est-ce pour un seul représentant? Ah, c'est une question intéressante. Oui, Est-ce qu'une équipe, par exemple, de 5 pourrait avoir un assistant ou une assistante qui ne passerait que 10 heures pour une équipe de 5, par exemple? Anne-Marie, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point un adjoint ou une adjointe aux ventes peut effectuer d'ouvrages à l'intérieur de 10 heures. C'est impressionnant. Donc, si vous êtes une personne seule, si vous opérez par exemple votre entreprise, si vous êtes dirigeant unique de votre entreprise, c'est sûr que 10 heures par semaine, c'est amplement suffisant. Et il y a des gens qui sont parfaitement disposés, c'est possible de trouver des gens, soit en solo, quelqu'un que vous engagez, soit via une organisation comme la nôtre, ou par exemple, si votre organisation peut en engager une, un adjoint ou une adjointe aux ventes, souvent, une dizaine d'heures par semaine, ça peut très bien vous convenir, effectivement. Ah, Maxime nous demande, avez-vous des formations de vente à suggérer? Ah, bon, je sais que Celsius Solutions offre des formations de vente. Vous pouvez chercher sur Google. Il y a plein de formateurs. Mais ce que je retiens de la présentation aujourd'hui, c'est que la vente a définitivement changé. D'où l'importance de bien s'outiller, de passer et de ne brûler aucune étape, et puis idéalement être supporté par quelqu'un qui va justement bien utiliser les outils que tu as mentionnés. Il y a M. Gabriel qui dit qu'il ne peut pas mieux dire que nous avons testé plusieurs CRM et à chaque fois nous avons fini par abandonner. Ah oui. Je comprends qu'un adjoint aux ventes aurait fait l'affaire. Bien entendu, un CRM, un adjoint aux ventes opère votre CRM pour le compte de vous-même et de votre équipe de représentants. C'est naturel, c'est un métier, je dirais. Voilà. Parfait. Alors, encore une fois,